Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec Marie, l'invitée du jour, quelques mots sur Vinovest. Vinovest est la première plateforme qui démocratise l'investissement dans le vin. Investissement autrefois réservé aux investisseurs ultra connaisseurs. J'ai été surprise à quel point c'est facile de commencer à investir dans le vin avec Vinovest. Vous êtes accompagné d'une team de sommeliers renommés dans le monde entier qui vous explique quel vin il faut acheter car ils vont gagner à vieillir. Vous possédez 100% des bouteilles de votre portfolio. Vous pouvez donc acheter, vendre et même boire vos vins quand vous voulez. Investissez dès maintenant dans des grands crus avec Vinovest. Vous avez 2 mois offerts en allant sur le site zen.ai/oser la reconversion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marie Courroy. Après avoir été commerciale, Marie a fondé Mode Trotteur, une marque de prêt-à-porter très colorée. Mode Trotteur a le vent en poupe et est suivi par plus de 130 000 abonnés sur Instagram. Après avoir fait une école de commerce, Marie fait son stage de fin d'études un peu par hasard chez Vanessa Bruno. Le RH souhaitait en réalité prendre une autre Marie en entretien. Sa carrière dans la mode est alors lancée par un coup du destin. Elle devient commerciale chez Vanessa Bruno, puis Bache. Elle s'occupe de présenter et vendre les collections aux revendeurs de la marque, de la facturation, de la livraison et du réassort. Après 5 ans en tant que commerciale, Marie décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, son rêve depuis longtemps. Elle décide de lancer un site de e-commerce Mode Trotteur au tout début des e-shops. Elle souhaite proposer des marques de créateurs alors introuvables sur le net. Le but, peu importe où habitent ses clientes, elles pourront trouver les pièces préférées des blogueuses qu'elles suivent. Petit à petit, le site grossit et après plusieurs collabs, Marie décide de transformer Mode Trotteur en une marque de prêt-à-porter en 2016. Marie a fait de Mode Trotteur une des marques les plus cool de Paris et surtout bien plus qu'une marque de mode, vous allez voir. Alors avec Marie, on a évoqué son parcours, comment elle a créé le succès de Mode Trotteur, comment financer et faire appel à des investisseurs, comment bien s'entourer, le Made in France dans la mode et comment concilier vie de maman et de chef d'entreprise. Si vous êtes passionné par la mode, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clairvy. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, je suis la fondatrice de la marque pour femmes Mode Trotteur. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études et puis ton premier métier ? Je savais pas du tout quoi faire, donc j'ai fait une école de commerce en me disant, comme ça, je toucherai un peu au marketing, je toucherai un peu à la communication, un peu à la finance, un peu au droit, etc. Et je me suis dit, en ayant touché un peu à tout, j'y verrai forcément un peu plus clair dans ce que je veux faire. Ça n'a pas forcément été le cas. En fait, ce que j'aimais pas, j'ai juste confirmé que je n'aimais pas. Mais sinon, à part ça, ça m'a pas éclairé plus que ça. Et Dieu merci, j'ai fini complètement par hasard. Je faisais un stage à l'étranger, à Madrid. Et j'habitais au-dessus d'une boutique Vanessa Bruno. Et à l'époque, Vanessa Bruno, mais c'était la marque que tout le monde s'arrachait. C'était il y a longtemps maintenant, c'était en 2000. Donc c'était il y a un moment. Et je me suis dit, tiens, cette marque, elle est sympa, pourquoi pas essayer de faire un stage chez eux. Voilà, je trouvais ça chouette. Mais j'avais jamais rien acheté là-bas. Enfin, c'était une marque que je connaissais juste parce que un revendeur espagnol la vendait en bas de chez moi. J'étais pas non plus passionnée par Vanessa Bruno. Et donc, j'ai fini par atterrir là-bas. Et comme c'était une marque qui cartonnait à cette époque, et bien ensuite, en fait, par facilité, je suis restée dans ce secteur. Voilà. Parce que, en fait, après Vanessa Bruno, il a fallu que je trouve un autre stage. Non, attends. Après Vanessa Bruno, c'était la fin de mes études. Donc, il a fallu que je trouve un travail. Et comme Vanessa Bruno, c'était le carton plein, je savais qu'avec ce stage, on me déroulerait le tapis rouge, ce qui n'a pas loupé. À chaque fois, je disais, j'ai travaillé chez Vanessa Bruno. Très bien, venez. Je passais même pas des entretiens. On me disait, c'est bon, vous pouvez commencer lundi. Donc, c'était, ça a été donc, pour ça, une super expérience. Et ça m'a un peu défini ma trajectoire sans vraiment. Enfin, c'est pas que je l'ai pas choisi, mais je l'ai pas réfléchi en tout cas. Et c'était à Madrid aussi ? Non, c'était à Paris. Et en fait, je me souviens, à l'époque, c'était son frère, je sais pas si c'est toujours le cas, mais qui s'occupait du commercial. Donc, il s'appelle Clément, il s'appelle Clément. Et c'était drôle parce qu'en fait, quand il m'a appelé pour me prendre, j'étais encore à Madrid. Et en fait, il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir en entretien lundi ? Donc, j'ai dit, oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai débarqué. Et en fait, il s'était trompé de mari. C'était pas du tout moi qui voulais appeler et qui devait faire le stage. Sauf qu'une fois que j'étais là, du coup, il m'a dit, d'accord,
commencer, mais en fait, c'était pas du tout moi qui les intéressait à la base. Ah, c'est incroyable comme histoire, c'est le destin, quoi. Ouais, exactement. Et comment ça s'est passé? C'était quoi ton job au quotidien? J'étais au commercial. En fait, le commercial dans les marques de prêt-à-porter, c'est s'occuper. En fait, je vendais les collections à tous les revendeurs. Donc, je m'occupais des showrooms et donc on vend la collection, puis après, ben, on fait tout le suivi, les facturations, les livraisons, les réassorts, etc. Et comment ça se passait par rapport à ta formation? T'as eu l'impression que t'as appris un peu sur le tas? Oui, j'ai carrément complètement appris sur le tas. En vrai, mon école de commerce, je les adore et c'était super. J'ai passé vraiment 5 années super canon. Mais à part m'avoir donné l'envie de travailler par moi-même, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais de travailler en groupe et de monter ma boîte, en vrai, je me rappelle d'aucun cours. Je me rappelle de rien. Donc on peut pas dire que voilà, que ce soit mes études qui m'aient vraiment amené là où j'en suis, hein. À part la volonté, voilà, de monter sa boîte, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait mon école, qui ont monté leur boîte, et de travailler en groupe, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire à plusieurs. Donc ça m'a donné évidemment très tôt l'envie de travailler en équipe. Mais voilà, sinon, très franchement, j'aurais pu finir n'importe où, je crois. Et donc, t'as fait ça pendant combien de temps? Eh ben, je l'ai fait pendant, je pense, une année. Il y a une année où je l'ai fait vraiment chez Vanessa Bruno. Je l'ai fait aux Prairies de Paris. Et je l'ai fait ensuite plus ou moins un an, un peu moins d'un an, peut-être quelques mois, chez des copines qui montaient des marques. Et donc, je bossais à mi-temps pour deux groupes de copines. Et après, chez Bache pendant 2 ans. Donc, on va dire, je sais pas, 4-5 ans. Et quelles compétences il faut pour faire ce job? Je veux dire, c'est un job qui est pas forcément très connu dans le milieu de la mode. Alors, moi, sincèrement, j'étais pas hyper bonne. En fait, si j'aimais la collection, je pouvais tout vendre. Si j'aimais pas, bah, c'était vraiment compliqué. Euh, il faut adorer un peu tchatcher. Je sais que mon binôme à ce moment-là, chez Bache, Perrine, que j'adore, elle était hyper bonne. Mais elle adorait, elle pouvait tchatcher 3 heures avec Martine, la petite boutique, je sais pas, au fin fond de Limoges. Comment vous allez, Martine? Et comment vont vos enfants? Mais c'est super, blablabla. Oh, j'étais incapable. Déjà, je me rappelais à peine de qui c'était Martine. Et alors de là à me rappeler que ses enfants avaient passé le bac et tout, bon, c'était pas du tout mon truc. Et donc je savais que j'étais pas hyper bonne parce que en face de moi, j'avais une fille qui était très bonne. Donc je voyais bien que moi, voilà. Et comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que tu disais que tu avais toujours cette envie de monter ta boîte. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que j'étais hyper bien chez Bache. L'équipe est canon, Sharon et Barbara sont des amours, etc. Mais malgré ça, j'ai toujours su que si un jour je devais partir, ce serait pour monter ma boîte. Parce que j'ai toujours su que d'un côté, si je restais chez Bache, c'était pour toute la vie parce que l'ambiance était tellement sympa que je m'étais toujours dit que je retrouverais jamais une telle ambiance ailleurs. Mais s'il fallait partir, ce serait pour monter ma boîte. Et j'ai toujours pensé, ouais, que je finirais par travailler toute seule. Enfin, toute seule, non, avec mes équipes, mais en tout cas, par monter mon entreprise, ouais. Alors, ça a été quoi le déclic pour partir? Et ben, un jour, en fait, donc je faisais les salons aussi. Et sur les salons, donc avec ce fameux binôme Perrine, je voyais les acheteuses. Et une acheteuse japonaise, par exemple, et ben, elle n'a pas le même look qu'une acheteuse de Milan, qui n'avait elle-même pas le même look qu'une parisienne, etc. Et donc, à chaque fois qu'elles arrivaient un peu sur le stand, on disait, ah bah tiens, ça c'est sûr, c'est une coréenne. Ah non, mais ça c'est sûr, c'est une italienne. Nanana. Il y avait, enfin, attention, faut remettre tout dans son contexte, parce que c'était il y a 12 ans maintenant, hein. Le web, on n'était pas là où ça en est aujourd'hui. Mais on était vraiment aux prémices des e-shops, etc. 89% des marques n'avaient même pas de site internet. Enfin, Bache, on n'avait même pas de site. C'était vraiment... enfin voilà, moi la première... Bache, on a vendu la première collection à mon showroom. Je sais pas si vous vous rappelez de ce site. C'était un multimarque qui a depuis... Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais qui a été revendu, etc. Mais voilà, c'était vraiment les prémices, quoi. Et donc, ça m'a toujours amusé de définir les pays des gens par leurs vêtements et leur style, donc. Et pareil, moi, quand j'étais jeune, quand j'allais à Londres, bah, on s'habillait différemment de comme on était à Paris. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Maintenant, il y a une espèce d'uniformisation dans tout, hein, les hôtels, les vêtements, etc. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Et clairement, quand on allait à Londres ou à New York, moi, je me ramenais mais des tonnes de trucs. On se ramenait des Converse, alors que des Converse, en vrai, il y en a vraiment mais partout maintenant. On se ramenait des Doc Martens de Londres. Enfin, ouais. bon.
Après, c'est encore vrai quand même, hein, parce que moi, j'habite entre Paris et Londres et je vois bien, même à Paris, je conserve mon style qui est plutôt londonien, mais quand même, il y a toute cette pression de tout le monde s'habille en noir à Paris où on a tendance un peu à être moins original. Je trouve que c'est encore marqué parce que même dans les marques, si on prend une marque anglaise, euh, ils vont mettre des modèles qui sont moins originaux à Paris qu'à Londres. Un peu, en tout cas, je trouve moi que ça l'est moins qu'à une certaine époque. Enfin, vraiment, moi, je me souviens quand j'allais à New York, je rêvais de tout ce que j'allais me ramener dans ma valise. Bon, bah, franchement, les 3 dernières fois où j'y suis allée sur ces 7 dernières années, j'ai rien ramené que j'aurais pu trouver à Paris. Et donc voilà, donc en gros, je suis partie un peu de ce principe-là. Et je sais pas, en fait, notre odeur, ça m'est vraiment venu, mais comme, comme une sorte de fulgurance. Un matin, je me suis dit, mais en fait, il faut que je crée un site internet, sachant que donc c'était encore les débuts des sites internet, c'était vraiment l'époque des blogueuses, où il y avait Géraldine Dormois, Punky Bee, Garance Doré, mais c'était le début de Garance Doré. Et, euh, et donc je m'étais dit, il faut que je surfe un peu sur cette vague avec toutes ces filles et tout. Et je voyais bien que chez Bash, tous les sites qui nous vendaient, c'était toujours les mêmes marques qui étaient vendues sur internet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était sorti de Mage, Bash, American, Rétro à l'époque, ce genre de site, enfin ce genre de marque, pardon, en fait, il y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait aucun site sur lequel je pouvais trouver du APC, il y avait aucun site sur lequel je pouvais trouver du acné en France, hein, je veux dire. C'était vraiment hyper entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que c'est pas péjoratif, mais c'était beaucoup plus mass market et c'est des marques beaucoup plus commerciales. Donc je me suis dit, bah moi je vais créer un site internet avec des marques qu'on trouve pas déjà sur le web, pour qu'il y ait un réel intérêt à les acheter chez moi et pour que la fille qui s'habille qui habite à Dijon et qui lit le blog de Garance Doré, et ben elle a peut-être elle aussi envie de s'habiller avec un blouson acné et un teddy, je sais pas quoi, moi M-Stone. Mais elle peut le trouver nulle part parce que à l'époque, bah, M-Stone n'avait pas son site internet. Enfin, donc voilà. Donc je suis partie de cette idée. Et ensuite j'ai réfléchi. Je me suis dit, ok, bon, comment je peux sortir un peu du lot Et ben, je vais reprendre mon idée des styles par ville. Et en fait, un même vêtement était représenté. Alors à l'époque, je tournais autour de 5 villes et chaque style était mis en adéquation avec une ville. Donc par exemple, un sweat porté en taille XXXL avec un baggy et des baskets blanches, bah, c'est pas le même look que le même sweatshirt porté en XXXXS, un jean slim et des escarpins et un sac Chanel, tu vois. Et pourtant, c'est la même pièce. Et je me suis dit, vu que sur Internet, j'aurais pas de vitrine comme un magasin où tu peux faire tourner ta vitrine, tous les jours tu passes devant, ça peut être une vitrine différente, et ben, je me suis dit, au moins, si je fais plusieurs looks d'un même vêtement, je facilite la tâche des filles qui n'ont pas forcément le temps, 2 heures à passer sur Internet en se disant, oh là là, attends, mais ce sweat, comment est-ce que je vais le mettre, moi? Parce que moi, je porterai jamais un XXL. En fait, j'avais envie de leur simplifier la tâche en proposant direct les 3 façons de le porter. Et comment ça s'est passé entre le moment où tu as cette idée et pour la réaliser? Parce que faut quand même des connaissances. Alors, moi, je connaissais rien, mais rien de rien en web. Mais zéro, j'avais même pas d'ordinateur chez moi. Donc, c'est pour te dire. Donc, je me suis pris mon premier ordinateur à cette occasion. Et en fait, j'ai délégué, hein. J'ai délégué tout ce que je savais pas faire. Donc, j'ai fait faire mon site internet par une petite agence en Bretagne qui m'avait rien pris, enfin, je l'avais vraiment pas payé cher. J'avais demandé à un autre copain graphiste que j'avais pas payé cher non plus de me faire tout le design du site. Et puis roule ma poule, quoi. Puis après, bah, j'ai appris comment rentrer un produit. Bah, tu fais comme ça. Enfin, en fait, ils m'ont appris à être autonome sur mon site, sachant que c'était des sites entre guillemets un peu moins compliqués aujourd'hui, en ce sens où aujourd'hui on a des milliards de statistiques, il y a plusieurs hébergeurs, il y a 1 milliard de technologies qu'on n'avait pas forcément, ou en tout cas qui étaient vraiment trop niches à l'époque. Quel délai tu as eu entre le moment où tu as cette idée et le site est lancé? Alors je pense genre 8 mois, un truc comme ça, mais je devais partir de chez Bash en juin. J'avais dû leur dire en décembre que je partais et je devais partir en juin.
Alors je sais plus si je devais partir en juin et que finalement le site est sorti de terre en octobre. Je sais plus, j'ai un petit trou noir, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai arrêté officiellement de travailler en juin et que le site est sorti donc fin octobre, sachant que je suis partie en vacances entre les deux, donc on va dire 2 mois après, quoi, septembre-octobre. Mais je suis restée plus longtemps que prévu chez Bâche parce que elles avaient pas réussi à me remplacer, donc j'avais dit bah tant pis, je reste le temps que vous trouviez quelqu'un. Et du coup bah finalement ça s'était un peu éternisé, donc je bossais le soir, le week-end. Enfin en gros j'ai avancé sur le gros de mon projet pendant que j'étais là-bas, mais le soir. Après tu sais une fois que t'as ton concept, ton idée et que t'as fait tes achats, après le reste c'était pas de mon ressort parce que c'était le site internet qui était fait par d'autres mecs. Le graphisme, c'était fait par d'autres mecs. Donc moi, le jour où ils m'ont appelé en me disant bah ça y est, c'est prêt, à part apprendre à m'en servir, mais c'était quand même pas très compliqué. Bah voilà, il y avait plus rien à faire. Enfin, c'est pas qu'il y avait plus rien à faire, mais je pouvais attendre 2 mois ou 3 mois en continuant à bosser chez Bâche sans que ce soit dramatique, quoi. Et quel conseil tu donnerais à un auditeur qui a une idée comme ça, qui est actuellement salarié en CDI, pour que ils se disent bon bah ça y est, c'est la bonne idée, cette fois je me lance, parce que parfois on a des idées comme ça et puis bon, entre avoir l'idée, se dire que c'est génial et puis passer à l'action. Ah oui. Ah bah moi avant de lancer celle-là, j'en ai eu 1000 hein. Ouais. Ah bah ouais. Et comment sur celle-là tu t'es dit ça y est, cette fois c'est la bonne, je vais la suivre? Et ben déjà quand c'est une idée qui dure, c'est-à-dire que moi quand j'ai eu plein d'idées, mais finalement 15 jours après quand j'en parlais à mon père, il me disait au fait alors ton idée de je sais pas trop quoi, je disais ah oui bah c'est autre chose. Donc déjà, une idée qui nous lâche pas, c'est déjà une meilleure idée que celle qui nous lâche au bout de 3 jours. Et puis surtout, je sais pas comment t'expliquer, moi c'est un truc que j'ai vraiment ressenti de façon intrinsèque, c'est-à-dire que dans mon corps, j'ai senti que c'était la bonne idée. J'ai senti que c'était ça, quoi. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'était la bonne idée pour moi. C'est-à-dire qu'après, je savais pas si ça allait marcher. Mais je savais en tout cas que c'était une idée qui me correspondait à 100%, que j'avais les capacités de faire par moi-même parce que c'était des achats, ça restait dans la mode. Enfin, je partais pas sur un truc complètement loufoque. Et surtout, à aucun moment j'ai eu peur. Donc, à aucun moment j'ai eu peur que ça marche pas parce que je me suis toujours dit, mais en fait, si demain ça marche pas, mais c'est pas grave. En fait, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, et ben je serai vendeuse dans la boutique du coin. Enfin, en fait, je me suis toujours dit que j'avais 1000 moyens de rebondir. Et même si c'est sur des trucs moins glamour ou moins sympas, à un moment donné, quand il faut payer son loyer ou qu'il faut bouffer, bah, il faut se retrousser les manches et voilà. Mais du coup, à partir du moment où ça, c'était très clair dans ma tête, bah, je me suis dit, bah, j'y vais parce que de toute façon, j'ai vraiment, enfin, si, j'aurais perdu un peu de temps et un petit peu d'argent. Mais bon, bah, voilà. C'est le seul risque, hein. Je vais pas mourir, je mets personne d'autre en péril parce qu'à l'époque, j'avais pas de famille. Enfin, je veux dire, j'avais pas ni de mari ni d'enfant. Ce qui est du coup quand même beaucoup plus facile pour faire ce choix, soyons honnêtes. Parce que quand faut nourrir ta famille, bon, potentiellement de te dire si ça rate, comment je fais, c'est quand même moins simple. Mais moi, j'étais toute seule, donc je m'étais dit, s'il faut que je mange des pommes de terre à la fin du mois, c'est mon problème. Oui, il y a ce côté, c'est moi qui décide et dans ce cas-là, il y a que moi qui vais subir les conséquences, donc c'est moins grave. Et est-ce que t'as dû faire beaucoup d'investissements pour faire un site comme ça, Concept Store? Tout. À l'époque, ça m'avait coûté 70 000 €, sachant que j'avais apporté moins 50 000. J'avais fait un prêt, ou peut-être 40 000, je sais plus bien. 40 000, je crois. J'avais fait un prêt de 8 000 avec Oseo, je crois. C'était un organisme d'État. Je sais pas si ça existe toujours, tous ces trucs, mais... Les prêts d'honneur. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais passée en commission, c'était long. Oh là là. À chaque commission, je devais exposer mon projet et tout. Oh. Et après, j'ai fait un prêt pour 20 000 €, voilà, 20 000 € de plus. Et alors, comment ça s'est passé quand tu as lancé ton site? Ça s'est passé comme tu l'attendais? En fait, comme je m'attendais à rien, enfin, j'étais pas partie avec des ambitions complètement dingues. Enfin, comment dire, ce serait à refaire aujourd'hui, je le referais évidemment pas du tout pareil, en ce sens où maintenant j'ai une expérience du business forcément un peu plus étoffée, et du coup je partirais forcément un peu moins la fleur au fusil, en me disant bah j'y vais, puis on verra le chiffre que je fais. Voilà, si je partais demain, je le referais avec des vrais objectifs, etc. Là, j'avais 0 objectif, j'avais que moi à nourrir, donc en gros, si j'arrivais à me tirer 1 500 €, bah j'étais contente. Enfin, tu vois, j'avais pas de...
je partais vraiment complètement à l'aveugle, quoi. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce que, enfin, tu devais être super excitée au début. Ce qui avait été assez excitant, c'est que très vite, la première semaine où le site était sorti, j'avais eu un petit article dans le Jalouse. Et assez vite aussi, quelques mois après, peut-être 2 mois ou 3 mois après la sortie, j'avais eu un petit reportage sur Canal+, l'émission du midi. À l'époque, c'était Daphné Burki, qui faisait une émission avec Bruce Toussaint, je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, qui était vachement sympa, Canal le midi. Et du coup, bah ça, c'était entre le Jalouse, la petite pastille sur Canal et tout, c'était cool. Donc assez vite, j'avais eu pas mal de presse. En plus, j'avais eu un papier dans le L. Enfin, j'avais eu des trucs assez chouettes. Donc j'étais contente, quoi. Encore une fois, tu sais, quand tu t'attends à rien, tu prends tout ce qui tombe et t'es content, hein. Ouais. Après, tu dis que tu t'attendais à rien, mais quand tu fais un tel investissement, quand même, ça doit être un peu stressant. Alors moi, je suis vraiment très très rarement stressée. Ouais. Ouais. Donc non, en fait, j'étais pas stressée, j'étais fataliste. Je me disais, si je bosse du mieux que je peux et que ça marche pas, j'ai fait ce que je pouvais en fait. Donc je peux pas faire mieux que ce que je peux faire de bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce qui m'aurait ennuyé, c'est de rien foutre et que ça marche pas. Mais moi, si ça marche pas parce que j'ai tout donné, pour moi, c'est pas un échec en fait. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Je me serais juste dit, bah, j'ai essayé de réaliser un projet en lequel je croyais, j'ai pas réussi, bah, j'ai perdu de l'argent. Bah oui, mais ça, je le sais, c'était le risque. Mais comme me dit mon père, plaie d'argent n'est pas mortel. Donc, bah voilà, hein, si ça avait pas marché, j'aurais fait autre chose. Enfin, tu vois, j'ai perdu un peu de sous, mais à la fois, il y a que quand tu te bouges, quand tu sors un peu aussi de ta Les zone, sentiers battus. ouais, de ta zone de confort, que tu tentes des choses que tu peux perdre, tu peux gagner, voilà, hein. Et alors, comment ça s'est passé entre la transition? Parce que donc ça, c'était, ça s'appelait déjà Mode Trotteur à l'époque. Oui. Et alors, comment ça s'est passé pour que ça devienne une vraie marque, une marque à proprement parler avec tes créations? Parce que c'est quand même un monde entre faire un concept store et puis maintenant le mode trotteur qu'on connaît. Eh bien, en fait, moi, résultat, j'étais passée de l'autre côté par rapport à mon ancien métier de commercial. Maintenant, c'est moi qui venais acheter les collections aux boutiques. C'est moi qui prenais rendez-vous avec les commerciaux des boîtes. Et donc, au début, pendant, on va dire, 4 ans, ça s'est bien passé, c'était super et tout. Puis, au bout de 4 ans, toutes les marques, petit à petit, ont commencé à me dire, ah, au fait, Marie, désolée, maintenant, on va créer notre propre site internet, qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent. Donc, moi, je dis pas que j'avais un boulevard, mais en tout cas, la fille qui habitait pas à Paris, elle pouvait pas s'acheter du Rosanna ou du Hempstone, ou tu vois. Donc, le jour où toutes ces marques, tous ces petits créateurs m'ont dit, bah maintenant je vais monter mon site. Là, j'ai commencé à me dire, oh là là, ça va devenir compliqué si elles montent leur propre site. Et à la fois, moi, j'hallucinais qu'ils n'aient pas déjà leur propre site. Moi, je trouvais ça dingue. Je me gardais bien de le dire, mais je trouvais ça dingue. Donc là, j'ai commencé à me dire, oh là là, ça va sentir le roussi. Il faut vraiment que je trouve des solutions, je sais pas, qu'il se passe quelque chose. Donc il y a eu ça. Ensuite, c'était un peu donc, encore une fois, les gros débuts pas les débuts, mais les gros débuts du web, dans le sens où ça y est, même les petits commençaient à avoir leur site, etc. Et à l'époque, il y avait encore ce qu'on appelait les soldes flottantes. Donc, on avait le droit à 15 jours de soldes flottants dans l'année, en plus des périodes de soldes. Et bien ça, par exemple, c'était l'enfer, parce que moi, je voulais pas le faire, ça. Donc je le faisais quasiment jamais. Je faisais les soldes officiels, mais je faisais très peu de soldes flottantes. Et une saison, je me suis retrouvée, on avait eu un été pourri, donc j'avais 1 milliard de robes qu'il fallait que j'écoule, et on arrivait genre au mois de mai, il faisait toujours dégueu, donc j'avais énormément de robes, et surtout ça me bloquait de la trésorerie pour acheter la saison d'après. Et donc je m'étais dit, on va faire 20% pendant 2 jours, voilà, en se disant avec un peu de chance, ça nous fera rentrer un peu de fric. Bon bah, il y a une marque, je me souviens, qui m'a dit, ah non, mais t'as pas le droit de faire ça, tu te rends pas compte, machin. Et je lui dis, mais en fait, toutes les semaines, moi, je reçois des textos du Bon Marché, des Galeries Lafayette, du Printemps, les 8 jours en or, la carte, je sais pas quoi. Enfin, tous les jours, en fait, je reçois des promos des grands magasins. Et moi, j'ai pas le droit. Et je me rappelle très bien de la réponse, c'était, oui, mais toi, t'es sur Internet, donc tout le monde te voit. Sous-entendu, les petites boutiques peuvent le faire, parce que la petite boutique de Cassie, en vrai, à part ses 40 clientes, personne la connaît. Moi, comme je suis sur Internet, bah clairement, voilà, par définition, tout le monde me voit. Et ça m'avait vraiment hyper énervée. Et j'ai trouvé ça super injuste. Et je me suis dit, ah ouais, bon bah ok, donc déjà ça,
Je me note, ok, note pour plus tard. Donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu un autre truc déclencheur, c'est que j'en avais marre d'assumer pour des marques qui n'étaient pas à moi, quoi. Donc moi, une chemise que je vendais 350 € et qu'on me renvoie en me disant, ah, je suis désolée, je l'ai portée 2 fois, j'ai tous les boutons qui sautent. Bah, à part dire, ah pardon, je suis désolée, rendez-la moi et je vous rembourse. Et ben, tu vois, j'avais beau remonter l'info aux marques, après, ce qu'elles en font, les marques, j'en sais rien, tu vois, mais toujours est-il que c'est à moi qu'on renvoyait les. Donc ça aussi, je trouvais ça hyper frustrant de ne pas assumer, d'ailleurs, de ne pas assumer ni les beautés des collections, ni les échecs, tu vois, parce que quand une collection était canon, moi j'y étais pour rien, hein, à part la revendre. Ouais. T'avais toujours un peu le mauvais côté en fait, parce que on allait t'engueuler quand ça marchait pas, mais si ça marchait, c'était du fait de la marque un peu. Et juste petite question avant parce que je sens qu'on est en train d'aborder le nouveau mode trotteur. Comment ça se passe en fait? T'es obligé d'acheter leur collection et ensuite tu les revends. C'est pas, je veux dire, il y avait pas de côté la marque envoie elle-même au client. Non, toi tu devais acheter les stocks. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Trésor. Ouais. Donc c'est presque. Est-ce que c'est autant en termes d'investissement, c'est autant que si on lançait une marque? Ah non. Non, rien à voir. Parce qu'il n'y a pas toute la phase de conception en fait. Ouais, et puis, enfin, en termes de trésor, ça m'a coûté moins cher que quand j'ai lancé ensuite Mode Trotteur, la marque. En revanche, c'est plus risqué. Parce que là, c'était des stocks qui certes m'appartenaient parce que je les avais achetés, mais comme il y avait déjà ma marge, enfin, en fait, ce que j'achetais 100, moi, je le revendais 260. Mais à la marque, ce que la marque me vendait 100, elle, ça lui en coûtait en fait 40. Tu vois. Donc une marque, quand elle t'achète 40 et qu'elle revend 100, bah elle a quand même une petite 260. T'imagines bien qu'elle a une belle marge. Alors que moi, en fait, ça me coûtait, je l'achetais 100. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, quand t'as beaucoup de stocks et que tu dois les écouler, bah il y a un prix en dessous duquel tu peux pas descendre parce que sinon tu perds vraiment de l'argent. Alors que la marque, elle peut vraiment descendre jusqu'à ce que vraiment on lui achète 40 € et encore, même à 40 €, elle perd pas d'argent. Juste, elle en gagne pas, mais elle perd pas d'argent, tu vois. Ouais, on sent qu'en fait, ça a été une bonne transition pour toi où petit à petit, tu t'es senti que tu pouvais devenir en fait les marques que tu vendais un peu. Oui, et puis surtout, je commençais à faire pas mal de petites collabs à droite, à gauche, et à chaque fois, ça marchait vachement bien. Et donc, à un moment, je me suis dit, bah, si les collabs, ça marche, il n'y a pas de raison que ça marche pas si je lance la marque en propre, tu vois. Du coup, les collabs, c'était déjà, tu créais ta propre collection avec des influenceuses? Pas forcément enfin, ça pouvait être influenceuse, mais ça pouvait être, on a fait des collabs avec M Stone. Donc là, pour le coup, elle, c'était une marque. Moi, j'étais son revendeur. On avait fait un truc en commun. J'avais fait à l'époque une petite ligne de sacs à l'époque avec Géraldine de Punky Bee. Donc là, en l'occurrence, c'était, à l'époque, ça s'appelait pas des influenceuses, mais c'était des blogueuses. Donc après, tu vois, ça pouvait être tout type de collab. Et alors, est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, bon, bah là, c'est trop, ça y est, je me lance. Est-ce que tu as eu un événement particulier pour ça? C'est vraiment le coup des soldes de la petite marque là qui m'avait appelé en me disant en fait vous pouvez pas solder comme ça alors que j'étais dans la légalité puisque les soldes flottants on avait le droit de les utiliser et en plus je le faisais vraiment jamais, donc j'avais vraiment trouvé ça injuste et je me souviens je lui avais répondu mais tu imagines bien que si les grandes marques, enfin les grands groupes comme le Printemps, les Galeries, le Bon Marché sont en solde actuellement, ça veut dire que c'est dur pour eux. Bah si c'est dur pour eux, imagine combien c'est dur pour moi, tu vois. Et j'avais trouvé ça mais vraiment dégueu. Et donc ça avait vraiment été la goutte d'eau. Je me suis dit, ok, en fait, de subir les petites, comment dire, les petits, enfin les comportements des gens que je trouve malhonnêtes, en fait, ça me saoule. Ah ouais. En fait, je me suis dit, mais pourquoi je vais m'infliger ça, en fait? J'ai monté ma boîte. Donc, en fait, l'idée, c'est que je sois heureuse dans ce que je fais. Tu vois, si c'est pour tous les jours être en flip, parce que j'ai pas vendu une robe et de me dire comment je vais pouvoir l'écouler, c'est la cata. Parce que, pareil, une fois que les soldes arrivaient, les marques, elles te disaient, alors nous, ce produit, on va pas le solder, ce produit, on va pas le solder, ça, on va le solder, mais qu'à -20. Mais en fait, moi, je vais pas le solder. Je vais le solder parce que j'en ai 40 à solder. Enfin, j'ai un stock de 40 maillots dedans. Donc, si je les vends pas maintenant, je ne vais pas les vendre en octobre, quoi. Et donc, toi, tu n'as aucune formation en stylisme à proprement parler. Comment ça s'est passé quand tu as voulu lancer tes modèles? Parce que j'imagine que ça doit faire un peu peur quand on n'a pas
Je veux dire, Alors, la formation. non. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Ouais, pas du tout. En revanche, je suis très consciente de mes capacités et de mes connaissances. Donc, ce que je sais pas faire, j'ai aucun mal à le déléguer. Et en l'occurrence, bah, ça, je savais pas du tout faire. Donc, j'ai embauché une modéliste. Et en fait, par exemple, je lui disais, oh, je voudrais une robe col rond avec des manches hyper larges, avec beaucoup de volume et à longueur de genou. Et hop, elle me faisait un petit croquis comme ça sur un bout de table. Elle me disait un truc un peu comme ça. Je disais ouais, voilà, un truc un peu comme ça. Et hop, elle faisait le patronage. On a trouvé un fabricant. Hop, elle lui a donné le patronage à faire. Hop, le fabricant découpe la robe. Hop, je recevais la robe. Est-ce que c'est comme ça? Ah ouais, c'est comme ça. Ou ah bah non, le col, je le voyais finalement un peu plus ouvert. Ah bah très bien, bah on va l'ouvrir. Enfin, tu vois. Et voilà, en fait, j'ai appris complètement. Enfin, clairement, c'est un métier pour lequel si t'aimes t'entourer et que tu sais t'entourer, mais t'as clairement pas du tout besoin de faire du style. Moi, enfin, Sharon et Barbara, Sharon, elle était avocate et Barbara, elle était attachée de presse, hein. Et H, aujourd'hui, c'est, je sais pas combien de millions de chiffre d'affaires, tu vois. Donc, c'est pas comme médecin où si t'as pas fait médecine, c'est compliqué. Là. Après, j'imagine que toi, avec ton concept store, tu avais quand même l'expérience de voir ce qui marchait pas. Tu avais peut-être l'œil de te dire ces pièces-là, en général, elles fonctionnent. Oui, en revanche, je partais quand même déjà avec un petit historique. Déjà, j'avais des comptes clients. Je partais pas de rien. Quand j'ai lancé la marque, j'ai tout de suite envoyé une newsletter déjà à je sais plus combien de personnes, mais tu vois, j'avais déjà une petite base de données. Et en effet, j'avais déjà 5 ans ou 6 ans de retour de clientes où je savais un peu ce qui marchait pas, ce qui marchait moins, ce qu'il fallait expliquer, tu vois. Ça change tout parce que, enfin, ça change tout. En tout cas, ça m'a facilité la tâche, très clairement. C'est vrai que du coup, c'est une question que je voulais te poser. C'était quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la mode comme ça et qui n'a pas forcément fait d'études? Bah, déjà, clairement que c'est possible, hein. Mais il faut savoir s'entourer. C'est-à-dire que les gens qui veulent tout faire, mais quel que soit le milieu, les gens qui veulent tout faire tout seuls, c'est impossible. En fait, ça marche un temps quand t'es tout petit d'être au four et au moulin. Mais à un moment, il faut se dire, en fait, je ne sais pas faire ça. Donc, il y aura des gens beaucoup plus compétents que moi. Et moi, ça, mais j'ai jamais eu aucun problème. Donc, très vite, dès que j'ai pu, plutôt que moi, pendant très longtemps, j'ai été la moins bien payée de ma boîte. Parce que dès qu'il y avait 100 euros qui rentraient, eh ben, je préférais embaucher quelqu'un en plus, ou augmenter des gens pour qu'ils restent, plutôt que de m'augmenter, parce que je savais que c'était des compétences dont j'avais besoin si je voulais y arriver. Et comment tu choisis parce que c'est vrai que c'est un super conseil de s'entourer, mais comment tu choisis les personnes avec lesquelles tu t'entoures? Alors, moi, je sais que j'ai fait le choix. À un moment, j'ai eu la possibilité de faire rentrer une amie à moi que j'aime d'amour et qui est brillante en plus, qui est très intelligente, qui a énormément de goût. Enfin, vraiment quelqu'un en qui j'aurais eu vraiment mes totales confiance. Et je l'ai pas fait parce que je savais que si ça tournait mal, bah, ça voudrait dire que je perdais une associée et une amie. Et je voulais pas. Donc, je me suis dit, bah, je préfère prendre des associés autres et que si ça se passe mal un jour, des associés ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, travailler avec des gens autres, mais qui ne sont pas mes amis, parce que je trouve que la déception amicale, c'est pire que tout. Donc, je préfère une déception dans le boulot qu'une déception dans mon cœur. Après, je ne peux pas non plus embaucher des gens que j'aime pas. Donc, j'ai embauché que des gens, enfin, en l'occurrence, c'est que des filles, mais que j'aime énormément, avec qui je suis très attachée. Alors, maintenant, on a un peu grossi, on est 15 maintenant, donc c'est forcément plus du tout les mêmes rapports qu'au début. Et maintenant, voilà, il y a moins d'affect. Et puis surtout, c'est plus moi qui suis en direct avec les filles, parce que maintenant, on a vraiment scindé. J'ai une DG, donc c'est vraiment elle maintenant qui s'occupe notamment des entretiens, enfin toute la partie RH. Et moi, je suis vraiment remontée au style avec l'équipe prod et style. Mais en tout cas, pendant tout le début, j'aurais pas pu concevoir de mener cette aventure avec des gens que je n'appréciais pas, quoi. C'était impossible. Même si on m'avait dit c'est le meilleur, c'est un tueur en web, prends-le. Si humainement ça passait pas, moi j'ai toujours préféré quelqu'un de nul, mais qui humainement est une perle, qui a envie d'apprendre. Et dans ce cas-là, cette fille, elle pourra faire n'importe quel métier chez Mode Trotter, plutôt qu'une tronche avec qui humainement, c'est impossible. Alors, pour moi, je peux pas. Tu dirais que tu fonctionnes beaucoup à l'instinct? Alors, dans l'absolu, oui. Dans ma vie de tous les jours et tout. En revanche, j'ai toujours été vraiment très, 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 très nulle pour faire passer des entretiens. Il y a des gens où je disais, non, mais elle est top, non. En fait, je trouve que c'est tellement facile, en 30 minutes, de donner le meilleur de toi-même, que c'est pas du tout révélateur de ce que sera la personne. Soit c'est une grosse débile qui, du coup,
est débile pendant l'entretien, et auquel cas, bon, bah, évidemment, merci, au revoir. Mais si c'est une fille un tout petit peu intelligente, même si humainement elle est pas sympa, elle sera, j'imagine, assez intelligente pour le cacher pendant l'entretien, tu vois. Donc je trouve que c'est hyper dur en 30 minutes, même en 1 heure, de se dire oh, elle est géniale et tout. C'est pour ça que j'ai délégué cette partie à Astrid, qui est notre DG, parce que moi je sais que je suis incapable de déceler. En fait, je trouvais tout le monde hyper sympa. À chaque fois qu'on faisait des entretiens, je disais à Astrid oh, non, elle est trop sympa elle. Et Astrid, elle me disait mais Marie, elle me disait mais elle est trop sympa, mais elle est nulle. Donc bon, du coup j'ai délégué cette partie, tu vois, encore un truc où je savais que moi j'étais nulle, donc bah, je l'ai fait au début parce que j'avais pas le choix. Mais maintenant que j'ai le choix, j'ai pris quelqu'un qui a plus d'instinct que moi sur ce genre de... Quand tu as fait le choix que Mode Trotteur devienne une vraie marque à part entière, tu as dû refinancer du coup. Comment ça s'est passé? Tu as fait appel à des investisseurs? Alors déjà, j'ai vendu tous mes stocks que j'avais. Parce que j'avais quand même... du coup, j'avais fait rentrer un peu de trésor. Et ensuite, je suis allée voir Dana Roas. Alors j'avais 2 actionnaires de l'ancien Mode Trotteur que j'ai gardé. J'avais fait une toute petite levée de fonds à un moment pour Mode Trotteur. Donc, eux, ils sont restés avec moi. Et je suis allée voir Dana Roas du groupe Vogue, qui était l'actionnaire de Bâche, et que du coup, que je connaissais, parce que quand je bossais là-bas, je le voyais. Et je lui ai dit, voilà, Dan, j'aimerais monter la marque Mode Trotteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si c'est une bonne idée, blabla. Hein. Et en fait, il m'a tout de suite dit, mais Marie, avec l'expérience que vous avez, bien sûr que vous devriez tenter. Et si vous voulez, je vous aide et tout. Donc, je dis, ah bah ouais. Et donc, il m'a dit, bah, faites-moi un petit BP rapide et on voit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais quand je dis un petit BP rapide, c'est vraiment, j'ai pondu 3 pauvres pages avec un petit tableau Excel. Enfin, vraiment un truc nullissime. Et, mais ce qui tombait très bien, parce que de toute façon, il aurait pas pu passer plus de temps à lire que ça. Donc, 3 pages, c'était parfait. Et tout de suite, il m'a dit, bah, écoute, je te donne 150 000 euros. Et si ça marche, bah, je remettrai de l'argent. Si ça marche pas, bah, on s'arrête là, puis voilà. Donc, cet argent m'a aidé à financer la première production. Ouais, génial, puisque ça permet de se lancer plutôt sereinement, en fait. Exactement. Et alors, comment ça a grandi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu Donc là, on était en quelle année à peu près? Ça fera 6 ans cette année, donc 2022. 2016, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que ça a énormément grandi, Mode Trotteur, au fil des années. Maintenant, c'est devenu une des plus grandes marques, qu'on voit la plupart sur Instagram. Comment tu dirais que qu'est-ce que pour toi a fait le succès de Mode Trotteur? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs choses, mais nous, on n'a pas réinventé la mode, tu vois. On n'a pas. Moi, je voulais des vêtements. Encore une fois, de par mon expérience de l'ancienne version de Mode Trotteur, je voulais des vêtements qui soient pas hors de prix, parce qu'à un moment, moi, j'assumais pas du tout de vendre un chemisier à 350 euros. Surtout si tu perds tes boutons. Donc je m'étais toujours dit, si un jour je monte en fait, c'est comme si pendant tout ce temps avec Mode Trotteur, le site, j'avais noté dans ma tête tous les défauts ou les problèmes qu'il y avait eu d'être de l'autre côté, tu vois. Donc je m'étais dit, ok, moi je veux des prix abordables parce que j'ai envie que toutes mes copines ou mes sœurs qui sont encore étudiantes, puissent s'offrir du Mode Trotteur. Or aujourd'hui elles peuvent pas parce que je vends que du Acné, du M-Stone, du Rosanna, il y a rien moins de 500 balles. Donc, je voulais une marque abordable, quitte à moins marger et tout, peu importe. Mais je voulais en tout cas une marque... En tout cas, je voulais que ce soit d'un prix correct. Parce que je voulais pas non plus faire des prix à 50 euros où tu sais... Enfin, 50 euros la veste, où tu sais que pour qu'elle sorte à 50 euros, c'est forcément qu'elle est faite dans des conditions déplorables. Donc, je voulais juste que ce soit honnête pour moi-même, pour moi en tout cas, en me levant le matin, que je puisse pas me dire... Non, mais là, je vends des trucs qui m'ont coûté 1 euro et je les vends 50 euros et c'est des petits Chinois qui le font, je peux pas. Donc, voilà. Donc, je m'étais dit, je veux des prix corrects. Je m'étais également dit que je voulais des drops tous les mois parce que quand j'étais, donc encore une fois, quand j'étais site internet, la période site internet, je recevais toute ma marchandise vers, on va dire, fin janvier, plus ou moins après les soldes. Et ensuite, j'avais aucune nouveauté jusqu'en juillet, jusqu'à la collection d'après. Donc les clientes, elles sont venues en janvier, elles sont venues en février. Déjà en mars, elles reviennent un petit peu moins. En avril, elles reviennent alors carrément encore un peu moins. Puis alors en juin, toute la période du 1er juin jusqu'au solde, le 24 juin, 25 juin, carrément, il n'y avait plus personne, quoi. Et donc, je m'étais dit, si un jour je monte une marque, tous les mois, j'amènerai des nouveautés. Donc, pour moi, c'était hyper clair, que si bien que quand j'ai monté la marque, je savais déjà que je voulais un prix moyen à 180 euros, enfin, plus ou moins, que je voulais des drops tous les mois, voilà, que je voulais travailler qu'avec des gens. Moi, on a un atelier à Paris que j'adore,
Et donc quand on dit ah mais le Made in France ça coûte cher, c'est pas vrai. Nous on a toujours produit en Made in France, alors pas 100% de la collecte, parce que maintenant notre collection elle grandit, donc il y a des savoir-faire qu'on a trouvé aussi ailleurs que la France, ou enfin en tout cas nous on n'a pas trouvé. Les broderies par exemple, bah franchement en Inde elles sont canons. Et surtout, moi j'ai jamais, avec notre façonnier parisien par exemple, on a quasiment jamais négocié les prix, parce qu'on a toujours estimé que les prix qu'ils nous proposaient versus le prix de sortie du vêtement, eh ben c'était correct en fait. Et qu'à un moment, il faut bien que lui aussi y vive. Et que de lui dire, bah non, ton pantalon, en fait, mets-moi 3 euros en moins, et ben lui, 3 euros, c'est beaucoup, tu vois. Donc, il y a eu ça. Ensuite, on a beaucoup donc travaillé en France au tout début, parce qu'on n'avait que cet atelier-là. Et tout le monde nous disait, mais vous êtes Made in France, mais pourquoi vous communiquez pas dessus? Et moi, je disais, mais parce qu'en fait, j'ai pas envie, de m'enfermer dans le Made in France. Et deux, parce qu'en fait, je trouve ça très bien le Made in France, mais en fait, je trouve ça aussi très bien le Made in Italie, je trouve ça aussi très bien le Made in Macédoine. Enfin, en fait, j'ai des problèmes avec aucun Made in tant que c'est fait dans des conditions correctes. Et moi, à Paris, j'ai visité un atelier avant qu'on choisisse notre atelier d'amour, là, qu'on adore. J'ai visité un atelier en plein cœur du Marais, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que le mec, il travaillait dans une pièce. Alors il y avait une pièce carrément borgne, et il y avait une autre pièce avec les couturières où il y avait une seule fenêtre qui était complètement pétée. Donc c'était du carton qui recouvrait le truc. Enfin c'était mais atroce. Et bien ça c'est dans le Marais. Donc moi le Made in France ça me fait franchement toujours rigoler, parce que bah, en plus il y a une marque qui est très connue qui produit là-bas. Ça me fait halluciner qu'elle ose dire que c'est du Made in France, alors c'est juste du made in foutage de gueule en fait. C'est vraiment honteux. Alors que tu as des usines, je sais qu'on a travaillé un moment, là on le fait plus parce que ça correspond plus finalement à ce qu'on faisait, enfin bref, le style ne correspond plus, mais c'était une usine très bonne en broderie, sauf qu'on n'en fait plus. Et ben c'est une usine en Inde, toute petite, enfin c'est un atelier en fait, tout petit, qui est tenu par des femmes. Elles sont mais trop gentilles, elles travaillent pas le week-end, elles s'arrêtent de travailler à 17h. Enfin en fait, c'est une usine qui est super, tu vois. Et ben moi, ça me pose aucun problème. Les prix sont exactement les mêmes que les prix qu'on payait à Paris. Donc franchement, moi, j'ai aucun problème à payer ces femmes et qu'elles fassent vivre leur famille en Inde, en fait. Comme j'ai pas de problème à payer une famille pour vivre en Macédoine, comme j'ai pas de problème à payer un Français pour vivre avec sa famille en France. Voilà. Mais ce qui m'ennuie, c'est de payer un mec qui fait mal vivre ses employés en France, ou de payer un mec qui fait mal vivre ses employés en Turquie, tu vois. Attends, excuse-moi, je suis en train de repenser du coup à ta question initiale de ma très longue réponse où j'ai un peu dévié sur les autres, qui était un peu sur quoi on a fondé les bases de la marque Mode Trotter. Non, c'était aussi, j'ai toujours voulu de la couleur, moi. Donc je voulais de la couleur. Je voulais pas réinventer la mode, donc je voulais des vêtements portables. En fait, c'était ça à la base que je voulais dire. Des vêtements, voilà, pas forcément, je les veux colorés, mais pas forcément très compliqués. Et qu'on puisse les porter tous les jours en fait, et qu'il n'y a pas de raison qu'au ski les gens ils portent des combinaisons rose fluo ou jaune moutarde, et que quand on se balade dans Paris, bah tout le monde est en noir ou en bleu marine. Moi ça me déprime, et donc je me suis dit bah voilà, moi je veux de la couleur. Si les gens cherchent un manteau noir, de toute façon c'est pas chez moi qu'ils vont le chercher, donc ils iront chez Zara, ils le paieront 49,90 €, et puis voilà, ils sont très contents. Moi ça m'intéresse pas en fait de faire ça. Moi je veux faire des vêtements colorés parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je porte. Donc. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on a vachement, nous, vu qu'on n'avait pas de sous, au début, on a vachement capitalisé sur les réseaux sociaux et donc sur Instagram, et on a toujours tout montré. On a toujours été hyper transparent, en ce sens où quand on avait des bureaux pourris, avec des cartons, mais jusque là, on bossait sur des bureaux grands comme ça, parce qu'il y avait une montagne de bordel et tout, on a toujours tout montré. On a toujours montré l'intérieur des équipes, fait parler tout le monde, etc. Et au début, franchement, enfin, alors, je connais évidemment pas les comptes de toute la Terre, hein, mais sincèrement, en marque française, je voyais aucune marque qui était aussi transparente que nous. Nous, on montrait tout, l'arrière des shootings, enfin, les backstage des shootings, on montrait les fails, on montrait, enfin, vraiment, on a toujours tout montré de façon hyper naturelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont repris ce créneau, mais à l'époque, vraiment, on était les seuls. Et je crois que ça a vraiment fait notre force aussi depuis le début. C'est qu'on est toujours passé pour une marque hyper authentique, et on assume complètement. C'est-à-dire que on a fait des erreurs, évidemment, et comme tout le monde, et on en fera encore plein d'autres, mais on les assume complètement. On apprend, on est en work in progress de toute façon en permanence, tu vois. Donc ça, c'est je pense, la grande différence. Et ça a été vachement c'est ce qui nous a vachement aidé au début, je pense.
Enfin, différenciée, on va dire. Ouais, que c'était peut-être une marque plus Accessible, je pense. plus accessible. Ouais, voilà, exactement. Enfin, tu vois, justement, on n'avait pas peur, les gens n'avaient pas peur en rentrant sur le site internet, ne se disaient pas, ouh là là, c'est trop chic, c'est trop, tu vois. Moi, j'ai toujours dit d'ailleurs aux graphistes, vu qu'on fait du virtuel, je voudrais rendre vivant quelque chose de virtuel. Tu vois, j'avais ce truc de me dire, comment est-ce que tu peux mettre les gens à l'aise sur un site internet? Qu'est-ce qui t'a le plus surprise, autant on peut dire, dans le milieu un peu du prêt-à-porter que d'avoir son entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas en te lançant et qui t'a surprise en bon ou en négatif? En fait, moi, j'ai jamais trop traîné dans ce milieu. Comment dire? En fait, moi, la mode, j'en ai jamais fait toute une histoire. Je trouve que j'ai toujours trouvé ça très... Alors, le mot superficiel n'est pas du tout le bon, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé ça pas grave, tu vois. Donc, un colis qui arrive en retard, nanana, c'est pas grave. Si la cliente, sa commande devait arriver samedi et qu'elle arrivera lundi, bah, je suis désolée, je comprends que ce soit embêtant, je comprends que ce soit ennuyeux, tout ce que tu veux, mais c'est pas grave. Tu vois, donc j'ai toujours eu vachement j'ai toujours vachement relativisé ce milieu, ça m'a jamais fait rêver. Donc je me suis jamais dit un jour on va défiler, ça va être incroyable, un jour on va prendre Kate Moss pour faire une pub mode trotteur. Mais jamais. Du coup, bah comme il y a rien qui m'a jamais fait rêver, il y a un petit côté j'ai pas de modèle pour tracer ma route, donc je fais vraiment ce que je veux. Peut-être qu'il y a moins d'ego aussi. Ah bah j'ai zéro ego. Tu vois ce que je veux dire? Des fois dans la mode, il y a un peu ce côté, c'est ma marque, c'est moi. Je traîne pas avec ce milieu. C'est quelque chose qui m'a jamais ni étonné du coup, ni fait souffrir, ni quoi que ce soit, parce que moi, une fois que ma journée est finie, hop, je rentre chez moi, je vois mes copines et merci, au revoir. Et ma seule copine que j'ai ma seule amie que j'ai dans ce milieu, c'est ma copine Alix d'Enstone, qui est clairement, on est totalement raccord sur ce genre de discours. Et on sort jamais dans les endroits à la mode. Enfin, tu vois, donc en fait, je peux pas te dire que je connais le monde de la mode de l'intérieur vraiment. Je connais mon monde à moi, que je me suis construit avec mon entourage, mes équipes, mes copines, etc. Mais je pourrais pas te dire que je suis allée à des soirées de dingue où j'ai trouvé que les gens de la mode étaient comme ci, comme ça. Et c'est marrant, comment tu expliques que tu as créé une entreprise dans la mode? Mais parce que je connais que ça, vu que j'ai toujours bossé là-dedans. Ouais, c'est marrant. Donc finalement, c'est un peu par hasard. Ça aurait pu être dans n'importe quel domaine. Ouais, ça aurait pu être dans plein d'autres choses. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais peur, parce que je sais qu'il y a plein d'autres choses qui me plaisent, et que si pour X raison demain ça devait s'arrêter, je sais que ce serait pas la cata. Ouais, tu te sens pas enfermée. Certes, ce serait très déceptif, ça c'est des années de ma vie, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Mais je sais que je rebondirai, sans aucun doute. Alors justement, c'est quoi ton plus grand rêve professionnel pour toi, pour Mode Trotteur? Bah, moi, ce que j'adore dans Mode Trotteur, c'est qu'on essaye de créer un peu un lifestyle autour de la marque. C'est plus qu'une marque, en fait. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est les voyages. J'aime, voilà, la déco, la couleur, etc. Et du coup, j'adorerais, tu en as fait des collabs avec des artistes, avec des chanteurs, des chanteuses et tout. Et j'ai très envie de créer un univers Mode Trotteur et qu'un jour, il y ait un hôtel Mode Trotteur et qu'on puisse aller y dormir en retrouvant l'état d'esprit Mode Trotteur, ou une maison de vacances à louer, enfin en tout cas un truc sympa au soleil où il fait beau, tu te sens bien. Là on est en train de créer un livre Mode Trotteur. Enfin en fait j'ai envie vu que j'ai pas encore une fois ce que je te disais de chemin tracé, et ben en fait ça me laisse vraiment toutes les portes ouvertes, donc je trouve ça vraiment génial et j'adorerais dans 10 ans me dire ah bah oui la mode, ah bah oui maintenant aujourd'hui la mode c'est plus que 20% du chiffre d'affaires, mais il y a maintenant des hôtels Mode Trotteur, il y a maintenant des je sais pas quoi Mode Trotteur, des laveries Mode Trotteur, un groupe de rock Mode Trotteur, enfin peu importe, tu vois. Mais voilà, tu vois, j'ai envie qu'on soit, je dis pas là on nous attend pas parce que c'est pas recherché comme tel, c'est juste que j'ai envie de faire ce que je veux. En fait, j'ai monté ma boîte, donc mon seul luxe aujourd'hui, c'est de faire ce que je veux. Est-ce que tu dirais que tu as envie de suivre aussi un peu la vie de tes clientes, d'être dans leur vie peut-être plus dans d'autres domaines que la mode? Oui, ça passe par là. Ouais, je suis d'accord. Mais ça passe avant tout par un envie, nous, profondément, moi déjà de ne pas m'ennuyer, parce qu'à un moment, quand ça fait 20 ans que tu crées des vêtements, je pense que tu finis quand même par en avoir un peu marre. Puis surtout, tu vieillis. Donc à un moment, si tu veux pas que ta clientèle vieillisse avec toi, il faut quand même trouver soit des équipes plus jeunes, enfin en tout cas c'est un vrai sujet, tu vois, aussi de pas vieillir avec sa marque. Et du coup, bah, je trouve que d'être tout le temps en mouvement aussi sur différents projets,
Et ben quelque part, c'est essayer de rester aussi. Encore une fois, non, c'est pas là où on l'attend pas, parce que moi, on m'attend nulle part, je pense. Donc, j'ai pas trop ce sujet, mais qu'en tout cas, ça n'étonne pas les gens si un jour on dit, ouais, on va à l'hôtel mode trotteur ce week-end, et que les gens disent, ah oui, elle a monté un hôtel, ouais, super. Tu vois, Kitsune, c'était les premiers à avoir monté leur petit café Kitsune. Là, je sais pas, il y a 10 ans maintenant, ils vendent du café. Ils ont une marque de fringues, un label de musique. Là, j'ai entendu qu'ils ouvraient un hôtel ou qu'ils ont ouvert un hôtel. Demain, ils feraient des livres ou je sais pas quoi. Ça n'étonnerait personne parce que ils sont déjà où on les attend pas. Alors qu'il y a des marques qui sont beaucoup plus installées. Si demain on disait telle marque, pour ne pas la citer, ouvre un hôtel, on trouverait ça un peu soit bizarre, soit un peu opportuniste. Bah nous, j'ai envie qu'on se dise juste bah ouais, ça m'étonne pas. Ça fait partie un peu de tout et n'importe quoi de ce qu'elles font, tu vois. Ouais, c'est vrai que on vous voit bien faire ça. C'est une super idée en tout cas. Alors toi, tu as des enfants et tu es chef d'entreprise. Est-ce que tu as des conseils pour concilier vie de maman et vie de chef d'entreprise? Bah j'en ai, enfin, j'ai pas vraiment de conseils. J'ai mon expérience, mais je serais mal placée pour donner des conseils parce que je sais que j'ai quand même la vie facile. Mais grosso modo, moi, ils sont chez la nounou de 9h du matin à 18h. J'ai jamais pris de nounou en vacances. J'ai jamais eu de nounou la nuit pour faire les nuits de mes enfants. J'ai jamais pris de nounou le week-end. Enfin, ils vivent avec nous H24 quand ils sont pas chez la nounou. Et j'adore ça. Alors, c'est crevant, mais moi, j'adore. Et en fait, de les avoir comme ça tout le temps à temps plein, enfin quand je dis à temps plein, je parle pas des week-ends où on les laisse aux parents ou pas aux caisses, hein, mais ça me déculpabilise quand je dois partir, ou tu vois, là on part en shooting mode trotteur pendant 5 jours à la montagne, forcément je vais pas les voir. Je ne culpabilise pas parce que déjà tous les soirs à 18h, c'est soit leur père, enfin moi j'essaie de faire du télétravail 2 jours par semaine, mais sinon c'est tous les matins leur père, 2 jours par semaine, du coup c'est moi qui les emmène chez la nounou quand j'y arrive. Là par exemple cette semaine je suis allée au travail tous les jours, mais normalement en tout cas j'essaye au moins 2 jours par semaine, et à 18h c'est leur papa qui vient les chercher, et après on est là, enfin on est ensemble en permanence, tu vois. Donc ça je sais que moi je suis privilégiée, c'est que du coup ils ont un papa qui travaille de la maison, donc Edouard il est là tout le temps, donc c'est sûr que c'est plus facile pour moi, et si pour X raison je loupe mon train ou quoi ou qu'est-ce, je sais qu'il y a Edouard qui s'en occupe, tu vois, donc je suis pas du tout en panique. Je suis énervée de rater mon train, mais je suis pas du tout en panique. Après, on a fait le choix de vivre à la campagne, donc c'est aussi une autre qualité de vie. J'adore, hein, c'est-à-dire que tous les week-ends, on fait des balades. Ils dorment bien, ils mangent bien, enfin je sais pas, j'adore. La nounou, elle a un poney, elle a des lapins, elle a des chiens, enfin des chats, des animaux partout. Voilà, je trouve ça super. Voilà, donc je suis consciente que donner des conseils quand on a déjà un des deux parents qui est quand même là souvent, etc., c'est quand même plus simple que quand les deux parents travaillent comme des malades. Encore une fois, je suis pas très bien placée, du coup, je trouve, pour donner des conseils à qui que ce soit. En tout cas, moi, à aucun moment de ma vie, je ferai passer mon travail avant ma vie de famille. Ça, c'est clair et net. Et aujourd'hui, je pars tous les jours, quand je suis au bureau, tous les jours à 5h, parce que j'ai mon train à 5h30. Mais voilà, après, je suis ma propre patronne. Donc, tu vois, là, ce matin, mon premier train a été supprimé. Bon, j'ai pris le train d'après. Du coup, je suis arrivée 1 heure plus tard que prévu. En vrai, je suis ma propre patronne, donc c'est pas grave. Enfin, sauf si j'ai un rendez-vous hyper important. Mais les rendez-vous hyper importants, j'ai compris. Maintenant, je les prends pas à 8h du mat parce que sinon, tu vois. Mais bon, après, c'est une orga juste intelligente comme tout le monde. Mais c'est vrai que le fait d'être sa propre patronne, je trouve que ça facilite vraiment la vie. Si demain je dois faire une semaine entière de télétravail à la maison parce que j'ai un enfant malade ou je ne sais quoi, ça pose aucun problème à personne, encore une fois. Alors que quand tu es salarié, que tu dois rendre des comptes à un patron, c'est quand même différent. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup de chance, j'en suis bien consciente, donc j'en profite. Ouais, en tout cas ça fait plaisir à entendre, parce que c'est vrai que souvent j'ai des invités qui disent que quand on est chef d'entreprise, on est libre, mais en même temps on s'impose tellement puisque c'est notre entreprise. Donc c'est vrai que ça fait plaisir à entendre que ça peut être aussi un peu ouais, moi moins stressant. J'ai beaucoup travaillé avant d'avoir mes enfants. En fait, j'ai rencontré Edouard et j'ai eu mes enfants assez tard, donc au final, j'avais eu le temps déjà de donner le gros coup de collier. Je dis pas qu'il y aura pas à nouveau des gros coups de collier, etc. dans la vie d'une boîte, mais en tous les cas, aujourd'hui, si demain je dois venir bosser un week-end, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, ça m'est pas arrivé, je pense, depuis 4 ans de venir un week-end travailler, tu vois. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment que ce soit un truc exceptionnel qui me fasse partir de ma campagne un samedi ou un dimanche, tu vois. Et si tant pis, on fait pas les objectifs,
parce que justement les filles qui sont mamans rentrent à 18h, etc. Et tant pis en fait. Tant pis. Mais moi, clairement, je sacrifierai jamais ma vie de famille sur l'autel du travail. Mais jamais. Et d'ailleurs, quel que soit mon travail, hein, j'aurais préféré, tu vois, moi j'ai toujours préféré gagner moins d'argent, c'est toujours le cas, mais d'embaucher des gens pour avoir une tranquillité justement d'esprit, parce que j'ai des équipes qui sont là, plutôt que moi me payer une fortune et faire ma radine sur les embauches et résultat, d'être complètement stressée parce que forcément à un moment donné, quand t'as pas assez de personnel, il y a des problèmes, il y a un manque de personnel, quoi. Donc ça va, non, ça va pas. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, c'est une reconversion dans laquelle vous êtes bien plus heureux que dans la première version de vous-même, quoi. Une reconversion, c'est parce que moi je trouve pas que ce soit je ne considère pas les expériences comme des erreurs. Moi, je suis hyper contente d'être passée par chez Bâche au commercial, même si j'étais nulle. Je suis hyper contente d'être passée par tous les hauts et les bas de Mode Trotteur. Et Dieu sait qu'on en a eu dans la première version de Mode Trotteur. Je peux te dire qu'on a failli mettre la clé sous la porte quand même 2-3 fois. Mais à aucun moment je regrette toutes ces étapes, parce que on serait venu me voir dès le début en me disant bonjour Marie, on te donne 3 millions. Ah super. Mais en fait, je suis pas sûre que j'aurais fait mieux avec 3 millions. C'est que moi, j'ai adoré travailler avec des petits bouts de chandelle et de se dire où est-ce qu'on peut économiser ça parce qu'on n'a plus d'argent, nanana, parce que ça te force à être imaginatif. Et j'ai adoré tout savoir faire dans ma boîte, parce que c'est important de tout savoir, de tout savoir faire à un moment, même les trucs chiants. À contrario, je suis contente aujourd'hui d'avoir embauché pour ne plus les faire, mais je suis contente de les avoir fait. Alors que si j'avais eu 3 millions, c'est des postes que j'aurais embauché tout de suite à ces postes-là. Et je serais un peu plus bête aujourd'hui, parce que c'est des métiers que je saurais pas faire, alors qu'aujourd'hui c'est des métiers que je sais faire. Alors à un niveau minimum, hein. Mais en tout cas, demain, il faut remonter une boîte. Je sais que je peux le refaire toute seule. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est super inspirant tout ce que tu as partagé. Ça donne envie de se lancer. Alors, je mettrai tes réseaux sociaux et le site internet de Mode Trotteur, évidemment. Un grand merci, Marie. Merci beaucoup. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Vinovest. Investissez dès maintenant dans le vin avec Vinovest. Vous avez 2 mois offerts via le lien zen.ai/oser la reconversion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.